Ah, le rêve, garder son salaire français tout en profitant de la vie en Israël. C'est une situation qui fait envie à beaucoup de nouveaux immigrants. Mais attention, ce rêve peut vite devenir un vrai casse-tête fiscal. Aujourd'hui, on va décrypter tout ça ensemble pour éviter les mauvaises surprises. Alors voilà, si on se trouve dans ce cas de figure, cette analyse est faite pour nous. Comment ça marche concrètement? Allez, on plonge dedans. Le scénario est simple. On a fait son alia, on s'installe, on commence une nouvelle vie en Israël, tout en gardant la sécurité de son emploi en France. Le salaire continue de tomber tous les mois, comme avant. C'est le plan parfait, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est là que ça se corse. La question fondamentale, la voici. Est-ce que ce salaire qui vient de France doit être déclaré en Israël? La réponse, vous allez voir, est assez surprenante. Pour tout comprendre, il faut s'arrêter sur un concept clé, les revenus mixtes. Non, non, ne fuyez pas, le terme a l'air technique, mais c'est en fait assez simple, et c'est ça qui explique tout. C'est ce qui transforme une situation qui semble simple en un véritable enjeu fiscal. Alors, c'est quoi un revenu mixte? En fait, c'est très simple. L'argent vient d'une entreprise étrangère, française par exemple, mais le travail, lui, est bien fait depuis le sol israélien. Et ce petit détail, il change absolument tout. Le fisc ne regarde pas d'où vient le virement, mais bien d'où on travaille. Et c'est ici qu'on touche du doigt une idée reçue très répandue. La fameuse exonération d'impôt de 10 ans pour les Olim Hadashim. Beaucoup pensent qu'elle couvre absolument tout. Mais en réalité, cette exonération a une limite, et une limite de taille. Justement, les revenus mixtes. Regardez, la distinction est en fait très claire. Pour être exonéré, un revenu doit être à la fois produit à l'étranger et le travail doit être effectué physiquement hors d'Israël. Les deux conditions sont cumulatives. Donc, si on travaille depuis son bureau à Ra'anana, même pour une boîte à Paris, la deuxième condition n'est plus remplie. Et voilà, le revenu devient imposable. C'est vraiment le point central à comprendre. Bon, d'accord, on a compris qu'une partie du salaire est imposable. Mais comment le fisc calcule-t-il le montant? Rassurez-vous, ce n'est pas tout le salaire qui est taxé. La méthode est en fait assez juste, c'est ce qu'on appelle une règle de proportionnalité. Le principe est logique. L'impôt est calculé au prorata du temps passé à travailler en Israël. En clair, l'administration fiscale va regarder le nombre de jours travaillés depuis Israël et appliquer ce pourcentage au salaire. C'est la présence physique sur le territoire qui détermine tout. Prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair. Imaginons un salarié qui passe 3 semaines par mois à travailler depuis sa maison en Israël et une semaine en déplacement en France. Le calcul est vite fait, 3 semaines sur 4, ça représente 75% du temps. Le fisc israélien va donc considérer que 75% de son salaire est un revenu local, et c'est cette partie-là qui sera soumise à l'impôt. Ok, donc on sait maintenant quelle part du salaire est imposable. Mais qu'est-ce que ça implique? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut payer? Et attention, il n'y a pas que l'impôt sur le revenu qui entre en jeu, il y a d'autres frais à prévoir. Alors, dans la pratique, qu'est-ce qu'on doit payer en Israël? Il y a 2 grandes obligations à avoir en tête. D'abord, bien entendu, il y a l'impôt sur le revenu, le fameux Massa Anassa, qui s'applique sur la part du salaire qu'on vient de calculer au prorata. Et deuxièmement, et c'est là que c'est plus surprenant, il faut payer des charges sociales, le Bitoa Leumi. Et pour le Bitoa Leumi, même en étant salarié en France, on sera considéré comme un travailleur indépendant en Israël. Récapitulons quelques points vraiment essentiels. Premièrement, c'est aux salariés de faire la démarche. Il faut se déclarer, le fisc ne va pas venir nous chercher. Deuxièmement, attention au risque de double imposition sociale. Puisque le travail est fait en Israël, la convention entre la France et Israël ne s'applique pas sur ce volet. On peut donc se retrouver à payer des charges dans les 2 pays. C'est un point absolument crucial à anticiper. On aborde maintenant la dernière partie, qui est peut-être la plus importante. Notre rôle dans tout ça, et surtout, les conséquences si on décide de ne rien faire. On pourrait être tenté de faire l'autruche, de se dire « on verra bien ». Après tout, qui va s'en rendre compte? Mais ne rien déclarer, c'est un pari vraiment très risqué. Quels sont les dangers réels? Et il ne faut surtout pas sous-estimer le fisc israélien. Aujourd'hui, avec l'échange automatique d'informations bancaires entre les pays, les administrations fiscales communiquent entre elles. Tôt ou tard, l'information sur les revenus étrangers remonte. Croire qu'on peut passer sous les radars, c'est une stratégie qui ne fonctionne plus du tout. Cette phrase résume parfaitement la situation. La responsabilité est entièrement du côté du salarié. C'est à lui de prendre les devants pour régulariser sa situation. Il ne faut pas attendre un contrôle. Se manifester de soi-même est une chose, se faire rattraper par la patrouille en est une autre, et les pénalités, elles, peuvent être très élevées. On termine donc avec cette question que chacun doit se poser: est-ce que ma situation est en règle?
Si ce cas de figure vous concerne, ne laissez pas les choses s'installer. La première étape, c'est de comprendre, et j'espère que cette analyse a pu aider. La deuxième, c'est d'agir. Il ne faut surtout pas hésiter à consulter un expert fiscal. C'est souvent le meilleur investissement à faire pour avoir l'esprit tranquille. Merci de votre attention.